à tous et merci encore une fois d'être des nôtres pour cette émission, le talk de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur le ministre Florentin Moussavou. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir monsieur. Il faut dire que notre invité est le président du CAC. Le CAC, entendez, Conscience et Action Citoyenne, c'est un parti politique qui appartient à la majorité présidentielle au Gabon. Avec vous, Monsieur le ministre, nous allons parler du rôle des partis politiques à l'intérieur d'une majorité présidentielle. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation et nous allons tout de suite attaquer. Et la première partie de cette émission va être consacrée à vous. Il est important que nos auditeurs et nos téléspectateurs vous connaissent davantage. Alors, il faut dire qu'à l'origine, vous êtes enseignant, professeur de lettres. Et aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez qu'on vous présente comme toujours enseignant ou désormais comme homme politique? Je voudrais d'abord vous remercier. Vous remercier parce que vous me donnez là l'opportunité de m'adresser à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, de m'adresser également à l'ensemble de l'Afrique, puisque c'est une chaîne dont je sais parfaitement qu'elle diffuse ses programmes à travers l'Afrique et même à travers le monde par le biais du satellite. Et en prenant la parole ici et en acceptant de venir dans cette émission, je suis parfaitement conscient que ma parole va être scrutée, entendue et j'espère bien reçue par vos téléspectateurs. Mais la question que vous soulevez m'amène à répondre tout simplement que je suis les deux à la fois, parce que en tant que professionnel, agent public, fonctionnaire de l'État gabonais, je suis enseignant, c'est mon statut. J'ai exercé dans cette fonction, donc dans ce métier d'enseignant, plus d'une vingtaine d'années de manière effective. Et puis la politique et les métiers de la politique, les fonctions politiques sont venus me rattraper et je n'ai plus eu toujours le temps d'être présent dans les salles de classe, mais j'ai continué à ma manière, à mon niveau, à dispenser des savoirs à ceux qui ont voulu me consulter et je me suis toujours rendu disponible pour écouter, pour rechercher, pour apprendre. Le métier d'enseignant, voyez-vous, c'est un métier qui ouvre des horizons extraordinaires. Les élèves... Qui ne s'arrêtent jamais. Et qui ne s'arrêtent jamais. Normalement. Donc, voilà. Donc dans ma chair, dans ma vie, dans ma manière d'être, je suis un enseignant, je suis un pédagogue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'aspect politique ne prend pas le dessus? Non, rien. Non. L'aspect politique ne prend pas le dessus, ne peut pas prendre le dessus, sauf si je décidais volontairement de me désengager par ailleurs. Mais bien au contraire, je crois que le lien entre les deux est nourrissant et enrichissant. Et il permet aussi d'atteindre des performances dans l'un et l'autre, des savoir-être, des savoir-faire, grâce auxquels on peut vraiment contribuer à la construction du pays, de notre pays. Alors, est-ce que l'enseignant que vous avez été sert le politique que vous êtes? Mais absolument, c'est-à-dire qu'en pratiquant la politique... Et de quelle façon? Oui. En pratiquant la politique au quotidien, on a besoin de puiser dans ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris à faire, et puis dans les compétences qu'on a pu atteindre et les performances quelquefois, mais aussi, pourquoi pas, dans la proximité avec ceux qui ont été des collègues, ceux qui ont été nos étudiants, nos élèves, et qui viennent nous enrichir chaque jour au travers de rencontres, au travers de débats, au travers de discussions. Mais je crois que c'est véritablement une rencontre entre l'enseignant et la politique, et je me sens tout à fait à l'aise d'être les deux à la fois. Alors j'insiste parce que avec l'enseignant, nous avons la rigueur de la méthode, alors qu'avec les politiques, on a plutôt des fois l'inverse, des méthodes, des habitudes, des actes qui frisent des fois la roublardise, qui frisent... Aujourd'hui, quand on parle de politique aux Africains, il y a une connotation plutôt négative.
Bon, disons que naturellement, il y a des dérives. Hein. Écoutez, même dans le métier d'enseignant, hein, il y en a qui sont tout à fait dans la dérive. Moi-même, ayant été ministre de l'Éducation nationale, j'ai eu à prononcer des sanctions contre certains enseignants. Donc la probité n'est pas forcément l'apanage des enseignants ou des médecins ou toutes les autres professions. Dans les politiques, il y a également des gens qui font preuve de probité et qui savent qu'ils s'engagent hein, au bénéfice des populations et qui consacrent du temps. On a envie de s'étonner d'entendre ça. Bien sûr, mais ça existe. Vous savez, il y a des personnages qui sont rentrés dans l'histoire par la grande porte et qui en sont sortis même par la grande porte. Si on prenait le cas de Mandela, il a pourtant fait de la politique, il a même été président de la République, mais on ne parle que de lui. Chaque fois que il a l'air d'être l'un des rares en Afrique. Ben, non, il n'est pas l'un des rares. De toute façon, il y a des personnalités qui sont citées en référence. Mais il faut dire aussi que les projecteurs, lorsqu'ils sont braqués sur les hommes politiques africains, sur les dirigeants africains, c'est généralement pour mettre en lumière la partie un peu sombre. Mais regardez combien de politiques africains suivent les pensées, les idées de Nelson Mandela. Pratiquement personne. Oui, mais c'est-à-dire que les contextes sont différents. Nelson Mandela est né en Afrique du Sud, il est mort en Afrique du Sud, un pays qui avait déjà, enfin, qui lui a permis d'apparaître comme une icône. Hein, c'est-à-dire que vivant, c'était déjà une icône. Et on a vu ses obsèques qui étaient quasiment de dimension christique. Et nous avons nous avons vu recueillir les avis des plus grands commentateurs de l'actualité, des plus grands analystes, qui n'ont trouvé que des choses bonnes à dire. Mais pourtant, il y a aussi des parties sombres hein, dans l'histoire de Mandela. Disons que c'est un modèle, c'est un exemple. Mais qui n'inspire pas les hommes politiques africains. Mais non, mais vous savez, dans ce cas... Le détachement du pouvoir par rapport au pouvoir, la limitation du mandat... Ah oui, bon, là, vous nous plongez, vous voulez nous plonger dans l'actualité. Non, je voudrais peut-être m'interdire de répondre à ce stade-ci pour on va y revenir un peu plus tard. Mais je crois, moi, personnellement, j'ai toujours considéré la politique comme un art. Hein? C'est-à-dire c'est un moment de rencontre avec soi qui fonde la décision de s'engager, de se construire au travers d'une réflexion profonde, une analyse profonde des faits et des réalités à la fois de l'histoire, mais également les réalités économiques, sociales, politiques de son pays, et puis de se dire, je vais consacrer du temps à ça, je vais consacrer ma vie à ça, et je veux atteindre des objectifs. Mais on ne peut pas atteindre ces objectifs tout seul. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes autour de soi, de mobiliser. Quand on mobilise des gens autour de soi, cela veut dire qu'on est au moins crédible. Et je crois que cette rencontre de l'homme avec cet engagement en matière politique, avec, bien entendu, des perspectives qui ne sont pas toujours heureuses, parce que la politique, c'est aussi dur. Donc je disais que j'ai toujours considéré la politique comme un art, parce que c'est le moment où cette rencontre se fait, c'est-à-dire qu'on se dit, on est utile, on veut être utile, on veut apparaître comme quelqu'un qui peut être un modèle. Alors j'insiste aussi parce que sur le continent, justement, les hommes politiques ne s'illustrent pas de la façon dont vous parlez. On a plutôt des hommes politiques qui viennent et qui essaient plutôt de se réaliser eux-mêmes. Et quand ils s'emparent du pouvoir, ils s'installent et n'ont plus envie de s'en aller. Mais bon, les choses sont telles qu'elles sont. Il y a les pesanteurs parfois du moment hein, qui font que quelquefois les hommes se détournent hein, des objectifs parce qu'ils n'ont même plus le temps de faire ce pourquoi ils se sont investis. Et les gens se détournent un peu trop vite, un peu trop facile. Dans tous les cas, vous avez fini par être ministre de l'Éducation nationale. Oui. Alors, chose curieuse, vous avez contribué à mettre en place, à créer un syndicat, le SNEC, le Syndicat national des enseignants et chercheurs. Oui. Et puis, pendant que vous étiez ministre de l'Éducation nationale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Il y a eu beaucoup de grèves. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envie de dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non. Comment se fait-il que le syndicaliste, oui. l'enseignant que vous êtes, qui se retrouve
face aux autres syndicalistes, eh bien, comment se fait-il qu'il y a eu autant de grèves? Non, disons que je ne pense pas qu'il y ait eu davantage de grèves sous mon magistère à l'éducation nationale qu'avant. Vous savez, je suis arrivé... On espérait peut-être qu'il y en ait un peu. Oui, il y en a eu un peu moins. Je suis arrivé à l'éducation nationale dans un contexte où mon prédécesseur était quasiment assiégé, assiégé par les syndicats. On a obtenu un petit temps de trêve qui aura duré 3 mois ou 4 mois, et puis c'est reparti de plus belle, mais souvent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'environnement pédagogique. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que je l'ai souvent dit aux syndicalistes, que moi-même, je connaissais l'environnement syndical parce que j'ai été dans la pratique syndicale. J'ai participé, comme beaucoup d'autres enseignants, au début des années 90, à lancer donc, la création du syndicat national des enseignants et chercheurs. Et je me réjouis de cette contribution, de cette participation. Maintenant, vous savez, il y a eu par ailleurs des responsables, des grands militants de l'opposition ou des grands syndicalistes qui ont été amenés dans les gouvernements, qui n'ont pas eu de meilleures réussites d'ailleurs dans l'exercice. Disons simplement que le recours à la grève est devenu au Gabon, mais également dans plusieurs autres pays africains, notamment les pays francophones. Vous pensez qu'il y a eu un abus de grève? Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais il faut dire qu'il y a dans le syndicalisme, notamment dans le secteur de l'éducation au Gabon, des personnels de l'État qui se sont spécialisés dans cette nouvelle activité. Ils sont installés là-dedans. On ne les voit plus jamais en classe, mais ils sont dans... C'est ça aussi le donc ce sont des professionnels du syndicalisme. Et j'ai souvent dit, malheureusement, je peux le dire ici à haute voix, j'ai souvent dit en m'adressant aux syndicalistes du secteur de l'éducation que, vous savez, la démocratie dont nous réclamons l'assise dans notre pays, elle est aussi l'apanage des syndicalistes. Lorsque les syndicalistes s'inscrivent dans une dynamique d'anarchie, ce qui était presque le cas, alors il y a le risque, on fait courir le risque de voir justement le syndicalisme s'étioler et ne plus devenir performant. Or, il faut qu'il soit performant. En l'occurrence, on le voit bien depuis mon départ, là, depuis quelques années, il n'y a plus un message syndical, un discours syndical dans le secteur de l'administration qui prenne véritablement de l'importance pour mobiliser le maximum de personnes. Mais je crois que la pratique du syndicalisme doit être également correcte, honnête, respectueuse, digne et surtout démocratique. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes viennent chaque jour, parce qu'ils en ont fait un métier, imposer leur dictat, parce que c'est un dictat, à la majorité des enseignants. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi le pouvoir impose son dictat? Mais écoutez... Donc dictat contre dictat? Non, la question, je vais le dire quand même parce que je voulais passer dessus, mais le ministre, celui qui est nommé ministre de l'Éducation nationale, n'est pas le ministre du dialogue social. Dans les différents gouvernements africains, je dis ceux d'Afrique francophone, le ministre de l'Éducation nationale, il est censé accompagner les programmes, les exigences, les attentes de l'État en matière d'acquisition de connaissances, de compétences, en matière pédagogique. Mais moi, j'ai vécu pendant ces 2 années que j'ai passées à l'Éducation nationale, ce grand vide sidéral de débat sur les questions pédagogiques. Toutes les questions portent généralement sur les salaires, les primes et ainsi de suite. Voilà. Donc les revendications des syndicalistes portent sur les questions. Peut-être que si ces questions sont réglées... Mais oui, mais la résolution de ces problèmes... Ce sont des questions de fond quand même. Mais oui, ce sont des questions de fond, mais la résolution de ces problèmes ne dépend pas du ministre de l'Éducation nationale. Les syndicats pensent que le Conseil des ministres, mais ils savent, le ministre de l'Éducation nationale, ils le savent très bien. Maintenant, le problème, c'est que c'est le ministre de l'Éducation nationale qui est en première ligne face à ça. Et donc, c'est une aberration, mais ce sont les réalités de
notre système. Moi, en tant que président de la Confémène, en sillonnant les pays et en rencontrant les homologues ministres en charge de l'éducation dans les autres pays, nous avons souvent posé ces questions. Je vois, par exemple, en Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara, elle me disait, mais moi au Gabon, j'avais une trentaine de syndicats, mais elle, c'était 90 syndicats, au Sénégal, c'était 60 syndicats. Vous avez, je le disais tantôt, occupé de nombreux postes et on s'attendait à vous voir intégrer le PDG, le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Et puis vous avez décidé plutôt d'intégrer la majorité présidentielle. Comment on explique cette démarche ? Mais je ne sais pas, je voudrais d'abord m'étonner parce que vous avez dit on s'attendait à ce que... Oui, parce que bon, avec les postes que vous avez occupés, on se dit que vous êtes d'accord avec le parti au pouvoir et que presque naturellement on vous verrait dans ce parti. Oui, donc peut-être qu'il y a une partie de mon parcours politique que vous n'avez pas enregistré ou dont vous n'avez pas été suffisamment informé. J'ai commencé, mon engagement politique a commencé dans l'opposition. Dans l'opposition. Moi, j'ai commencé donc dans l'opposition dès les années... C'est encore plus difficile à comprendre. Dès 1987, je me suis engagé dans l'opposition au système en place, parce que j'étais jeune fonctionnaire, jeune cadre, et avec certains amis, nous avons conçu de débattre de la question du parti unique. Il fallait absolument sortir de cet état parti unique. Et je crois que à la faveur donc, des grands mouvements qui se sont opérés à la fin des années 80, notamment l'explosion ou l'implosion de la guerre froide, 90, et puis avec les conférences nationales qui sont tenues, naturellement, l'ouverture démocratique qui s'est instaurée dans le pays a fait que les partis politiques se sont imposés, sont installés. Et donc moi j'ai été dans l'opposition. Ah oui. Quel type d'opposition? Mais j'étais dans une opposition dite radicale, parce que je suis cofondateur de l'Union du peuple gabonais, l'UPG, avec Pierre Mamboundou. Normalement, aujourd'hui, lui étant décédé, Mbina Isidore étant décédé, je suis le seul dépositaire de l'histoire originelle de l'UPG. Mais je le dis, non pas pour susciter des polémiques ou soulever d'autres débats. Et puis, nos chemins se sont séparés parce que, il y a eu des malentendus, malencontreux, qui n'ont pas pu se régler par la suite. Et j'ai, avec d'autres frères, lancé la création de l'ADER. On comprend que vous avez une cravate rouge, juste pour... Non, ma cravate n'a rien à voir avec... la plupart des membres de l'UPG... Non, et vous voyez bien qu'il y a des poids sur ma cravate, donc je ne fonctionne pas du tout dans ces illuminations-là. Donc chacun peut faire... on y va donc pour l'ADER. Donc, j'ai créé l'ADER, et là aussi, malheureusement, il y a eu de très graves contradictions, des trahisons. Je précise que l'ADER, c'est l'Alliance démocratique et républicaine. Voilà, l'Alliance démocratique et républicaine, mais ce que je veux dire, c'est que à la faveur donc, de la création de l'ADER, nous avons pu intégrer tous les groupements de l'opposition à l'époque qui se battaient donc pour le changement, et on s'est rendu compte, malheureusement, à la faveur des élections locales et législatives de 1996, que l'opposition n'était finalement pas en cohérence par rapport au projet collectif qui était d'obtenir le changement. Et nous avons opéré un rapprochement avec le président Omar Bongo. Et donc c'est depuis 1996. Depuis ce rapprochement, c'est faute d'avoir réussi à déboulonner le parti au pouvoir, ou bien c'est un aveu d'impuissance? Non, pas du tout un aveu d'impuissance. Non, ce n'est pas un aveu d'impuissance, mais c'est simplement... Parce que comme on passe de l'opposition, vous avez dit radicale, au parti au pouvoir. Non, je vais vous faire juste constater que l'opposition telle qu'elle était organisée ne permettait pas à un parti tout seul d'obtenir cette grande mutation que nous espérions. Et la création de groupements, d'abord la CODE, la coordination de l'opposition démocratique d'abord, puis le HCR, on aurait pu espérer que tous ces partis réunis auraient une cohérence d'analyse et une cohérence d'action
pour obtenir les mutations. Or, les élections arrivant, se succédant, c'était plutôt des déclarations contradictoires, dispersées, contradictoires, et nous avons tiré les enseignements, d'autant plus que certains à l'époque, même en se réclamant de l'opposition radicale, frayaient en vérité avec le pouvoir. Donc nous avons fait ce rapprochement avec le président Omar Bongo, et je suis fier de moi d'avoir été le fer de lance de cette approche avec le président Omar Bongo. Comment ça se fait qu'on soit opposé à quelqu'un et puis tout d'un coup, parce que dans notre camp, il y a dispersion, il y a incohérence, on se retrouve aux côtés du parti au pouvoir. Mais vous savez, quand vous regardez l'histoire des partis politiques en Afrique, ça se passe toujours de la même manière. Mais si on devait ouvrir cette page-là, il faudrait toute une autre émission. Je serais tout à fait disposé à expliquer à vos téléspectateurs comment ça s'opère, parce que je suis un acteur principal de cette mutation, et donc ça s'imposait sur le fondement d'une analyse construite, consciencieuse. On a envie de comprendre cette analyse. Quels sont les éléments importants, les plus importants? Vous savez, les partis politiques se créent en vue de la conquête du pouvoir, en vue de la prise du pouvoir, en vue de la gestion du pouvoir. Les partis politiques se construisent aussi en se disant, nous pouvons, nous, tout seuls, y aller, ou alors, contextuellement, et c'était le cas au Gabon, sortant de la conférence nationale avec tout ce qu'il y avait comme problématique, nous avons pris l'option, depuis 1990, d'aller ensemble. D'où la constitution. Donc de marcher ensemble avec marcher le parti ensemble, au pouvoir. en vue. Non. Marcher ensemble en tant qu'opposant, en tant que parti d'opposition. Marcher ensemble en vue de conquérir le pouvoir. Mais ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. Les 10 premières années, après la conférence nationale, ça n'a pas été possible. Et voyez-vous, 30 ans après, nous en sommes toujours là. Les oppositions se constituent, se reconstituent. Il y a même aujourd'hui une grande invasion qui va du sens du PDG, voyez-vous, parce que c'est maintenant des gens qui partent du PDG en masse et qui vont se constituer dans l'opposition. Mais malgré tout ça, on n'arrive toujours pas à basculer parce qu'il y a toujours ces ruptures, ces difficultés à être cohérent, véritablement. Alors le CAC, Conscience et Action Citoyenne, qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ce parti politique? Et puis en passant, on peut dire que ça fait un peu ONG, non? Conscience j'ai déjà entendu ça. Et Action Citoyenne. J'ai déjà entendu ça. Non, vraiment c'est sans aucun souci de polémique. Je veux dire que je ne connais pas où se trouve le siège de cette académie qui peut décerner le droit de choisir telle terminologie plutôt que telle autre. Non, c'est-à-dire quand on crée des partis politiques, il y en a qui font le choix de dire simplement le choix un peu ordinaire, plutôt, on va dire parti du rassemblement de ceci ou bien rassemblement de cela, mais nous on a fait le choix d'être un peu plus dans la conceptualisation, dans l'interpellation de ce qu'il y a au tréfonds de chacun de nous. Et puis, vous qui exercez ce métier, je crois porter aussi une culture assez élevée, une connaissance assez élevée de l'histoire. Il y avait un grand mouvement politique en Afrique, en Afrique du Sud, qu'on appelait conscience noire. Il y a eu également des mouvements qui ont été... Alors moi, ce que je veux dire ici, c'est que au-delà de la dénomination qui est tout en concept, tout en conceptualisation, tout en projet, nous sommes à la fois un parti politique au sens juridique du terme, c'est-à-dire nous répondons aux exigences de la loi, mais nous voudrions également inscrire la perception, la conception donc de ce parti, avec la dénomination qui est la sienne, comme un mouvement. Donc c'est à la fois un parti et un mouvement. Vous savez, en France, Mélenchon crée la France insoumise. Mais on pourrait dire également, ça fait un peu ONG, ça fait un peu... Mais quelle est la singularité des ONG par rapport aux partis politiques? Donc il y a une dénomination qui est parfaitement là aussi assumée et que l'on peut expliquer. Quelle que soit la tribune où l'on m'inviterait, je suis prêt à ouvrir le débat sur cette question et à dire aux gens que je me sens parfaitement bien dans la dénomination du parti et dans les explications, dans le contenu que l'on peut... Alors quand on regarde, cela veut dire qu'il y a une sorte de déficit
en matière de citoyenneté dans nos différents pays, et notamment au Gabon. On sent que vous avez envie de faire cette démarche-là pour qu'il y ait un peu plus de républicains dans la majorité des citoyens. Bon, disons que oui et non. Je veux dire, c'est oui et non à la fois. Mais il est clair que l'interpellation qui est faite aux populations en Afrique comme ailleurs dans le monde, au travers à la fois du droit fondamental, de la loi fondamentale, donc de la Constitution, comme au travers également des programmes, des projets, des organismes internationaux, c'est précisément d'obtenir que dans les pays africains, le citoyen vienne à naître et accepte, tout en existant, d'être un acteur social, un acteur politique, un acteur économique au quotidien. Tant que ce citoyen-là n'a pas surgi, n'est pas né, ne s'est pas matérialisé et surtout ne s'est pas solidarisé, n'a pas consolidé son regard avec celui des autres. Mais la République, elle reste bancale. La preuve, c'est que nous avons la loi fondamentale dans nos différents pays. La preuve, c'est que nous avons même des lois que nous votons. On parlait de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Quand on décide que c'est 2 mandats, ben il faut absolument que tout le monde accepte que c'est 2 mandats. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. En Guinée-Conakry, ce qui se passe, qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Mais moi, je vais plus loin que ça. Je dis ceci, que ce qu'on demande à l'autorité qui décide, au détenteur du pouvoir, on lui demande de n'exercer que 2 mandats. Mais il y a des incohérences, même dans nos textes fondamentaux, nos lois fondamentales. Comment voulez-vous demander au président de la République, qui est président, le chef de l'État, il a tous les pouvoirs, de se limiter à 2 mandats et puis de partir, alors que certains députés restent là pendant 5 mandats, 6 mandats. Mais il faut qu'il y ait de la cohérence. C'est parce que pendant un bon moment en Côte d'Ivoire, il y avait les présidents à vie. Mais bien sûr, mais c'est aussi... En Afrique, pardon. Mais l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est aussi des pôles de pouvoir. Les mairies, c'est pareil. Pourquoi quelqu'un resterait, dit-il, maire pendant 25 ans? Mais là, c'est le pouvoir suprême. Mais, oui, mais c'est le pouvoir suprême, mais le pouvoir suprême s'adosse sur les pouvoirs locaux. Vous savez, si quelqu'un est élu président de la République ex nihilo, vous voyez d'ailleurs ce qu'il y a en France, c'est-à-dire que nous avons Emmanuel Macron qui a été élu de manière tout à fait surprenante, étonnante, fantastique, fantasmagorique, président de la République, un jeune, puis on se rend compte au fur et à mesure que le temps s'écoule qu'il n'arrive pas à s'installer dans le pays profond. Les élections municipales qui viennent de se dérouler ont fait la démonstration qu'il ne contrôle pas les pouvoirs locaux. Mais est-ce à dire que, bon, la France, on le sait, est un pays d'insoumis, mais est-ce à dire que vous ne croyez pas en l'alternance dans un pays? Mais bien au contraire, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que je crois fondamentalement dans l'alternance. Mais il faut que notre discours soit en cohérence, en parfaite cohérence. Parce que de la même manière que moi, je suis chez moi à Tchibanga, vous pouvez avoir un député qui est là, il y en a, j'ai un député dans mon canton qui est là depuis 4 mandats. Bon, mais si on considère... Il arrive à se faire élire chaque fois. En tout cas, il est déclaré élu chaque fois, il est à son 4e mandat. Alors, mais, et comme on sait, chez nous en Afrique généralement, celui qui est député, il est détenteur d'un certain nombre de pouvoirs, et puis même d'un certain nombre de moyens. Mais s'il est dans son village, s'il arrive à maintenir son village et les villages des autres, donc cette alternance, y compris au niveau des élections qui touchent directement aux populations, cette alternance, elle est nécessaire. Or, ce qui se passe, c'est que nous proclamons d'une certaine vision, d'une certaine idée de la démocratie, mais nous voulons faire tomber celui qui est au sommet. Mais les pouvoirs locaux, les pouvoirs qui sont immédiatement en prise avec nous, avec les populations, avec les problèmes de la société, ça, on considère que ce ne sont pas des pouvoirs politiques et qui peuvent continuer d'être exercés par des personnes qui restent là 25 ans, 30 ans. On en connaît dans ce pays, des gens qui sont députés depuis 25 ans. Oui. Alors, je vais revenir à la majorité présidentielle au Gabon. Une question vraiment, est-ce que le PDG a besoin de vous? Ou bien c'est vous qui avez besoin du PDG?
Mais ça, et est-ce que vous vous sentez comptable des actes et des actions que pose le PDG? Bien, écoutez, c'est une excellente question, mais je vais vous la répondre, non pas en empruntant un billet, mais en disant ceci. Je vous l'ai dit plus haut que en m'engageant avec les amis et frères dans la majorité présidentielle, je ne renie aucun des actes dans lesquels je me suis impliqué tout au long de ce parcours. Donc ça fait 25 ans bientôt que ça dure. Alors, maintenant, je constate que certains n'ont pas le courage d'assumer. Hein? Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, ils sont prêts à changer de camp et quelquefois à revenir en cachette, ainsi de suite, en catémini. Moi, je ne fais pas cela. Je vais vous dire que après la rupture qui s'est opérée entre moi et ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'accompagnent, et les autres, mes amis et frères avec lesquels nous avons construit l'ADER, ils sont allés se reverser dans l'opposition. Ils y sont. Avec plus ou moins de bonheur, j'espère. Moi, je suis resté dans l'assumation de l'engagement pris en 1996. Et c'est ce qui m'a amené, en 2016, par exemple, à mener la campagne. J'ai été dans l'équipe nationale de campagne du président Ali Bongo Ondimba. J'ai été dans l'équipe provinciale pour la Nyanga, ma province, de campagne. Et j'ai mené la campagne, même si en cours de route, certains représentants du candidat ont décidé de quitter le navire, mais j'ai continué jusqu'au bout. J'ai porté donc cette responsabilité d'assumer. Et j'assume. Bon. Maintenant, vous savez, il peut y avoir... Ça, c'est vous. Mais de l'autre côté, est-ce que le PDG maintenant, moi, je ne suis pas en capacité de répondre pour le compte du PDG. Ah, mais dans les échanges moi, je vous le dis, oui, c'est-à-dire que mon engagement est auprès du président de la République. Est-ce qu'il y a un retour d'ascenseur? Mais la charte, c'est un engagement solidaire des partis signataires auprès du président, le chef de la majorité. De toute façon, ça c'est ce qu'on nous assène chaque fois, que les choses doivent s'arranger. Donc moi je suis... Est-ce que vous êtes consulté quand il y a sur les grandes questions de la marche de l'État? Qui devrait nous consulter? Le PDG, mais le PDG est un parti politique au sein de la majorité, comme CAC est un parti politique au sein de la majorité. On a envie de savoir comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne, il y a parfois des dysfonctionnements, il y a parfois, comme dans toute œuvre humaine. Maintenant, nous sommes tout à fait grands, suffisamment grands pour comprendre que, je vous dis, hier j'avais une réunion... avec un secrétaire général adjoint du PDG au siège de mon parti, groupant quelques partis de la majorité. Ça veut dire que de temps à autre, sur certaines questions, nous discutons, nous échangeons et nous essayons de bâtir quelque chose autour, je le dis encore une fois, du président de la République, dont nous avons contribué, nous, à réaliser l'élection en 2016. Alors il y a quelque chose d'important, de curieux quand même. Les dernières élections législatives et municipales, quand on regarde bien comment les choses se sont passées, vous ne vous êtes pas entendu, il n'y a pas eu d'accord. Comment ça se fait pour un ensemble de partis qui se trouvent dans la majorité présidentielle? Comment se fait-il que quand il y a élection, on ne tombe pas d'accord, il n'y a pas un minimum de concertation, on ne s'accorde pas sur, par exemple, les candidatures et tout ça? Bon, vous avez raison de poser cette question, parce que c'est vrai qu'elle entre dans la réception globale de l'actualité, de la situation politique du pays. Ce qu'il faut dire, c'est que l'année 2018, celle qui a vu cette élection s'organiser, s'est engagée sous des auspices assez complexe dans le pays, parce que 2017 a déjà été empoisonné par les suites de l'élection présidentielle. De 2016 Oui, de 2016. Et puis 2017, ça a été l'année du dialogue politique d'Angondje, avec l'accueil plus ou moins diversifié, même parfois controversé, qu'on a pu faire de ces décisions. Et puis, les élections dites locales et législatives auraient dû se tenir à la fin de l'année 2017. Elles ont été reportées. La Cour constitutionnelle a dû intervenir pour les reporter. Et puis il y a eu un deuxième report. Et donc, moi, pour parler de mon parti, Conscience et Action Citoyenne, le conflit qui
durait depuis longtemps avec mes anciens amis de l'ADER, a été liquidé de manière malencontreuse et malheureuse par les tribunaux vers la fin de l'année 2017. Et j'ai dû, moi, prendre la décision de créer ce parti, Conscience et Action Citoyenne, qui a été créé donc le 7 mars. Et comme vous le savez, c'était quasiment quelques jours avant ou après le deuxième report, l'énième report des élections par la Cour constitutionnelle. Et les élections ont finalement été programmées au mois d'octobre 2018. Mais vous savez, on met en place un parti politique, on cherche d'abord à avoir les hommes et à les asseoir et puis à organiser le parti. Donc on est allé dans cette élection. Je le dis pour Conscience et Action Citoyenne, mais je le dis même pour les partis qui étaient déjà constitués et qui ont dû subir ce jeu un peu compliqué qui n'a pas permis, et même au PDG, je crois que c'est un candidat du PDG, c'est au dernier moment qu'ils ont été cooptés, et ainsi de suite. Et puis il y a eu des interventions multiformes, diverses, qui se situent un peu dans le contexte porté par la grande illusion des tournées républicaines portées par le jeune qui est aujourd'hui en prison. Tout cela a créé suffisamment de troubles dans le pays pour faire que les approches traditionnelles, les approches qui sont acquises, celles qui ont permis que chaque fois les partis de la majorité se concertent, que tout cela a été bouleversé. Parce que le pouvoir PDG n'était même plus au siège de Louis, mais il était, je crois, il était à la présidence de la République. Il y a des nouveaux partis qui ont été créés, qui se sont révélés tellement talentueux qu'ils ont même réussi à faire élire 10, 15 ou 20 députés. Ou bien des fois des tendances à l'intérieur du PDG. Oui, au détriment de formations politiques. Alors on pourrait vous le concéder, le fait mais ça, c'est mon regard sur l'histoire. Maintenant, quelqu'un d'autre peut dire le contraire. Oui, mais ce qu'on comprend moins, même s'il n'y a pas eu de concertation pour aller aux élections, mais ce qu'on comprend moins, c'est dans le partage du pouvoir. Il se trouve que depuis que vous êtes parti du gouvernement, eh bien, plus personne concernant votre parti politique n'a été appelé au gouvernement, alors que quand on est dans une alliance, il y a un partage du pouvoir. Mais il n'y a pas longtemps, il y a eu un nouveau gouvernement. Et chaque fois, on se demande comment se fait-il que les partis, de nombreux partis de la majorité présidentielle sont ignorés. Mais vous savez, je suppose, je n'ai jamais été placé en position de décider de former un gouvernement, mais lorsque doit se former un gouvernement, je suppose, je crois, que ceux qui décident de former ce gouvernement tirent les cartes et décident que tel qu'on va chercher peut-être même dans l'opposition sera plus utile que tel autre qui est à proximité. Mais c'est ainsi. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est ainsi que il peut arriver que des pédégistes notoirement connus, aptes, soient mis à l'écart pour favoriser l'émergence ou l'avènement de tel ou tel autre qui était dans l'opposition. Vous savez, on s'est retrouvé dans un gouvernement avec mon frère et ami Mokani Iwangu, qui est celui qui a porté à la CPI le dossier du Gabon. Il vient de sortir du gouvernement. Oui, il vient de sortir, mais il a quand même siégé près de 3 ans dans ce gouvernement. Ça veut dire qu'il est possible que des choses comme ça surviennent. Alors, dans le cas d'espèce, ceux qui ont formé les différents gouvernements, ceux qui veulent que ça se passe de cette manière-là... Mais est-ce que vous ne vous sentez pas frustré? Mais pas du tout, je n'ai pas à me sentir frustré. Je n'ai pas créé mon parti politique pour être... forcément, quelqu'un qui va siéger dans différents... Maintenant, si un jour on me demande de désigner un membre de mon parti qui doit siéger au gouvernement, mais j'examinerai la question et je désignerai la personne qui est en situation à ce moment-là pour y siéger. Mais quand même, un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, c'est la gestion du pouvoir, et dans une alliance, c'est la co-gestion du pouvoir. Mais c'est cela, nous avons une charte qui définit clairement ces règles-là, mais le président de la République, qui est garant de cette charte, peut décider de faire avec tel ou avec tel autre. Il peut même décider d'aller chercher à l'extérieur. La preuve, c'est qu'il va prendre même dans l'opposition. Et donc le gouvernement, il faut accepter l'augure de sa dévolution à exécuter des tâches régaliennes et républicaines.
Maintenant, dans la contribution qui peut être la nôtre au quotidien, dans l'action, dans le soutien à l'action du président de la République, nous faisons en sorte que chaque jour, notre manière de présenter les choses, d'analyser les choses, de dire les choses, soit en conformité avec les engagements que nous prenons au travers de la charte et au travers... Alors, j'ai envie de vous soumettre à un exercice très pratique. Vous savez que la plupart de nos États sont frappés de sous-développement chronique après pratiquement 60 ans d'existence. Le Gabon n'y échappe pas. Le PDG est le parti qui a dominé la scène politique depuis toujours jusqu'à maintenant. Est-ce que le PDG est donc comptable de la situation qui prévaut en ce moment? Est-ce que vous vous sentez concerné par cela? Est-ce que vous assumez d'être comptable également de cette situation? Écoutez, déjà en tant que citoyen, je me sens parfaitement concerné, entièrement concerné, en tant que cadre du... Non mais comptable. Oui, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, je répondrai sans langue de bois. Je me sens parfaitement concerné. En tant qu'acteur politique, je me sens concerné, mais je suis un acteur politique engagé, je dis, qui se trouve également en capacité, au travers de ma propre personne, mais également de mon parti politique, qui se trouve dans la position de l'assumation de ce qui se fait. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous avons la liberté de demeurer critique. De dénoncer même? Ah oui, mais pourquoi pas même de dénoncer? Nous avons cette liberté. Il n'y a pas un seul élément, ni dans la charte, ni dans les textes de loi de ce pays, qui indique que les partis politiques, lorsqu'ils adhèrent, lorsqu'ils entrent dans la majorité ou dans l'opposition, sont obligés de tout accepter, de tout. Moi, je le dis, vous avez entendu un peu sur certaines questions. Si on était parti dans les questions de détail, j'aurais pu vous dire, écoutez, en matière d'éducation, je suis contre ceci, en matière de santé, je pense que, voilà. C'est pour ça que je disais, on a pris beaucoup de temps sur une question, sur un point sur lequel vous insistiez, mais si vous avez besoin que nous prenions 1 heure, 2 heures, 3 heures sur un point précis, je vous donnerai en toute liberté mon avis sur ces questions. Mais ce qui est sûr, c'est que le sous-développement, le mal-développement, ce sont des vérités qui sont criardes dans ce pays comme ailleurs. Les infrastructures, notamment les routes, les infrastructures de communication. Mais on peut même aller plus loin. Même lorsque les infrastructures existent, à l'intérieur des infrastructures, il y a des manquements énormes. Je dis, en matière de santé, par exemple, l'État gabonais a mis des moyens énormes. Dans chaque capitale provinciale, il y a un hôpital, mais de grande, disons, de grande valeur, de grande qualité, de grande capacité. Il y a même parfois des équipements à l'intérieur qui ne servent pas, qui ne sont pas utilisés, parce que simplement, il n'y a pas les praticiens, il n'y a pas les médecins, il n'y a pas le personnel. Et parfois, il n'y a pas d'électricité ou il manque le minimum de médicaments pour faire. Donc, ces choses-là, il faut le dire. Moi, je le dis à très haute voix. Pourquoi construire un hôpital de 2e ou 3e ou 4e génération avec des équipements hyper fonctionnels, mais parfois des équipements qu'on ne trouve pas encore dans les pays développés, voir les gens mourir aux urgences. Voilà. Ça fait partie des choses qui sont malheureusement là constitutives de notre quotidien. Voilà. Et donc, et qu'est-ce que vous pensez par exemple du déficit de démocratie qu'on brandit souvent quand on parle de la façon dont le pouvoir est géré dans nos pays, notamment au Gabon? Mais écoutez, vous me donnez l'occasion de faire... au-delà de votre assertion, c'est-à-dire je vais m'autoriser à faire une incursion dans la perception, dans l'entendement même de cet idéal démocratique. Vous savez, par mon parcours à moi, la formation que j'ai reçue et puis l'expérience, la force de l'expérience m'amène à dire ceci, que au fond, nous faisons un faux procès souvent aux gouvernants, aux dirigeants. Il nous arrive de faire un faux procès parce que nous-mêmes, nous avons un entendement assez bizarre, contrarié, controversé de cette notion de démocratie. Vous savez, par son origine, par son étymologie grecque, démocratie, c'est deux parties. Démos, le peuple, kratos, le gouvernement. Par
à la faveur donc de l'élection, le peuple, la masse, consent, concède son autorité, sa souveraineté à un groupe qui doit le gouverner. Mais seulement ce qui se passe après, c'est que quand le gouvernement se met à poser des actes, le peuple se réveille en disant ces actes sont contraires à nos intérêts. S'il est d'accord, si ça va dans ses intérêts. Mais justement, ça ne va pas le fait est que on ne peut pas concevoir Démos tout seul sans le Kratos. Voilà. Quand le Kratos dévie, effectivement, le Démos doit pouvoir tout faire pour rectifier les choses et tout. Mais ce qui se passe, c'est que chaque fois que Kratos prend des mesures, le peuple... Moi, je vois ce qui se passe, pas seulement en Afrique, mais même en France notamment. Et c'est pour ça que... Oui, la démocratie, c'est pas quelque chose d'acquis. Voilà. C'est pour ça que nous autres Africains, nous autres cadres africains, nous devons faire extrêmement attention et peut-être nous devons fournir l'effort de nous retrouver un peu. Parce que malheureusement, et je le dis souvent, dans toutes nos universités en Afrique francophone, on n'enseigne pas la politique, on n'enseigne pas la démocratie, on n'enseigne pas la citoyenneté, on n'enseigne pas le lien entre le citoyen et l'État et la nation. Vous savez, il y a des gens qui confondent tout, État, nation, République et tout, on confond tout ça. Or, ce qu'ils font, voilà. Et on va aux élections, on va voter parce qu'on a reçu un billet de 2000 francs, on vote. Et je le vis depuis des années. Les gens acceptent de manger. Mais le soir même, lorsqu'on proclame le résultat, ils s'étonnent de voir que c'est celui qu'ils détestaient depuis 5 ans qui est réélu. Et ils sont là. Donc, en fait, le peuple ne s'est pas du tout approprié la démocratie. Il ne se reconnaît pas dans les résultats. Il ne se reconnaît pas parce qu'il ne s'est pas approprié la démocratie. Alors bien malheureusement, monsieur le ministre, le temps qui nous est imparti est très court. Je voudrais boucler avec vous cette émission en vous faisant réagir sur 2 éléments importants qui ont cours en Afrique. C'est ce fameux 3e mandat et puis le débat qui a lieu entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. On va prendre rapidement votre avis là-dessus. Bon, mais peut-être rapidement, je vais commencer par la fin. Peut-être qu'on va vous inviter une autre fois. Ah ben, écoutez, je suis tout à fait disposé, si vous le voulez, en tout cas, à venir, si vous m'invitez à nouveau. Disons simplement que ce débat, je sais qu'il se mène un peu même sourdement dans mon pays, pour voir si la meilleure manière de faire, c'est le régime parlementaire ou le régime présidentiel. En vérité, nous sommes souvent dans des situations de semi-présidentiel, semi-parlementaire. Mais c'est précisément ce que je disais tout à l'heure à propos de démocratie. Démos et Kratos. C'est-à-dire que dans le gouvernement du peuple par le peuple, il y a le pouvoir présidentiel à la française, 5e République française, et puis il y a le Parlement qui dispose d'un certain nombre de pouvoirs, notamment celui de faire la loi. Mais bon, je ne vous ferai pas le dessin, mais vous savez, les débats qui assurent la manière dont les lois sont votées dans ce pays, ont pu être votées récemment, notamment sur la question de la dépénalisation. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de programmation à ce niveau dont il faut absolument accepter l'augure. Mais je parlais tout à l'heure de la France parce que, voyez-vous, dans les grandes nations, c'est comme ça qu'on dit, démocratiques, la France est le seul exemple d'un pays qui vote le président au suffrage universel. Donc qui consacre un roi, un monarque en fait, un monarque, républicain, mais avec les pouvoirs qu'avaient certains monarques, notamment après la première Révolution française. Voilà, on a vu que ce soit Louis XVIII et tout ça, ou bien Napoléon III, ce sont des gens qui étaient en fait des élus, en quelque sorte, mais qui étaient investis de pouvoir monarchique en même temps. Donc le président français est élu au suffrage universel, c'est-à-dire que chaque Français l'a voté. Si vous allez en Belgique, c'est différent. Voilà, c'est différent. On vote les députés. Ou même chez nous, en Afrique du Sud. Voilà, en Afrique du Sud. En Éthiopie. Voilà, en Éthiopie. Bon, voilà, c'est comme ça. Et vous allez en Italie, c'est la même chose. En Allemagne, alors, mais pourtant, tous ces pays sont démocratiques. Mais c'est seulement en Afrique qu'on voudrait imposer un modèle démocratique unique. C'est le cas en Afrique francophone.
Alors, donc ce débat, déjà sur le plan universitaire, sur le plan intellectuel, il doit s'ouvrir, hein, il doit s'engager, mais il faut le faire sans aucun complexe. Quand on engage ce genre de débat, ce n'est pas pour dire qu'on va enlever tel pour mettre tel autre à la place, mais nos institutions ont besoin d'être révolutionnées, réexaminées, réaménagées, toilettées, retoilettées. Et c'est le sens d'ailleurs de l'interpellation de Barack Obama, lorsqu'il dit à Accra, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes. Hein, voilà. Et donc je crois fondamentalement dans le sens du débat, dans l'intérêt du débat, dans l'utilité du débat, dans l'urgence même du débat. Hein, voilà. Malheureusement, bon, nous avons peur, hein, tant que la France n'aura pas changé son modèle, nous resterons malheureusement toujours dans ce débat. Et en France même, on a peur d'ouvrir ce débat parce que chaque fois qu'un nouveau Mitterrand avait ça en tête, mais il est arrivé, il s'est assis sur le trône monarchique de l'Élysée. Donc je crois qu'il faut absolument engager ce débat. Mais ce débat peut aussi conclure à l'idée que c'est bien d'avoir un président et d'avoir après un parlement qui... un président débuté. Ok, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous fais réagir maintenant sur le troisième mandat. Bon. Le débat sur le troisième mandat. Mais vous savez, qui plombe l'Afrique. Oui. Mais en fait, ce que je disais tout à l'heure est peut-être le symptôme, ou alors c'est le troisième mandat qui est le symptôme. Mais en tout cas, c'est interchangeable. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une intercommunication entre ces deux problématiques qui fait que, en vérité, on a même peur que ce débat ne s'enchaîne sur l'ensemble des autres pays, des autres pays africains. Mais ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire, je crois... et en Guinée en Guinée, c'était déjà presque sous-entendu depuis un an. On savait que quelque chose allait évoluer dans ce sens-là. Et ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire est là aussi symptomatique de ce que nous avons un retard entre le débat, le vrai, et la réalité de ce qu'est le pouvoir africain. Vous savez, il y a une quarantaine d'années, Jean Ziegler écrivait sur le pouvoir africain. Il prenait des exemples sur les sociétés traditionnelles et sur leur implication ou adaptation dans les États modernes et tout. Et là, nous sommes précisément en présence de ces situations assez incongrues. Moi, ce que je veux dire à titre personnel, en tant que homme politique, peut-être aussi intellectuel, pourquoi pas, mais en tant que citoyen, c'est que, voyez-vous, quand Sarkozy a osé dire à Dakar que l'Afrique ne va jamais dans le sens de l'histoire, ça nous a fâchés tous, hein. Mais il faut peut-être que nous commencions à assumer, à accepter que l'histoire, ça compte. Parce que le 5 mars, Ouattara a pris la parole lui-même. Pour dire que... Bon, lui-même. Il n'était pas candidat. Bon, voilà. Et il a même dit une chose, qu'il était partisan du transfert transgénérationnel. Bon, alors, donc, c'est à lui tout seul, de porter cette responsabilité et d'assumer l'histoire, sa part de l'histoire. Au-delà de ce qu'il y a des interpellations, il y a des incantations, il y a même des gens qui se mettent à genoux, qui vont ouvrir les coffres forts des fétiches traditionnels et tout pour dire c'est toi, tu es l'homme de la situation, tu es le seul. Il y a que lui-même ne peut pas ne pas se souvenir que le 5 mars, il a dit. Hein? Et ce message de Ouattara, mais il a circulé sous différentes formes à travers le monde. Des chefs d'État, des penseurs, des philosophes, des intellectuels de tous les pays de la planète ont applaudi. Parce que le truc ici, c'est que c'est le rendez-vous avec l'histoire. C'est aussi la singularité de ce choix, de cette déclaration. Tout ça est, depuis hier soir, dans l'oubli de l'histoire. Mais il faut vraiment que les Africains, les leaders africains acceptent de se dire après moi, ensuite on parlera, on dira. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.
Nous vous disons un grand merci d'avoir accepté de prendre part à cette émission et nous sommes convaincus que nos auditeurs et nos téléspectateurs ont eu un grand intérêt sur les propos que vous avez eu à développer pendant cette émission. Et quand le besoin va se faire sentir, il est sûr que nous reviendrons vers vous pour vous donner encore une invitation et venir développer un certain nombre d'idées sur le plateau de l'OTOC de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Merci encore, Monsieur le ministre, et merci à vous aussi d'être resté en notre compagnie. Nous nous retrouvons pour un autre numéro de cette émission. Au revoir et à bientôt.